Bismillahirrahmanirrahim. Cette vidéo sera consacrée à des questions qui seront donc corrigées liées à la terminologie de l'agent pathogène. Alors, par agent pathogène, j'entends dire agent biotique, c'est-à-dire soit virus, bactéries ou champignons. Différemment à l'agent pathogène abiotique qui est lié à un stress lié à l'environnement. Donc ici, ce seront des exercices qui sont liés à des micro-organismes parasites pathogènes. Alors, nous allons donc, ce sont des questions, c'est-à-dire des définitions, depuis donc les questions 1 jusqu'à 6. Le septième question sera un exercice sur les pathotypes ou les races. Donc, nous allons définir qu'est-ce qu'un micro-organisme pathogène, qu'est-ce qu'un parasite obligatoire et un parasite facultatif, qu'est-ce que c'est que l'agressivité d'une souche ou la virulence, qu'est-ce qu'un pathotype, et puis comme je vous ai dit, exercices sur le pathotype ou les races. Donc, vous pouvez chercher donc ces définitions après si vous voulez voir la correction. Alors, question numéro 1, qu'est-ce qu'un parasite? Un parasite de plante, c'est un virus, une bactérie, un champignon qui est capable de l'attaquer et de créer une maladie. Donc, il est capable de l'attaquer, de se multiplier, de sporuler et il extériorise, la plante attaquée extériorise un symptôme qui peut être des chloroses, des nécroses, des chancres, etc. Donc ici, voici des feuilles, une feuille qui est attaquée par un champignon, soit Alternaria ou bien Hylopladium. Donc, vous voyez ici des symptômes de nécrose. Vous avez donc destruction des tissus du parenchyme des feuilles avec, on voit ici des chloroses, donc destruction de la chlorophylle. Donc ici, ça montre que il y a un parasite au niveau de cette feuille, donc il se multiplie, qui est capable de provoquer ces symptômes. Alors, deuxième question, qu'est-ce qu'un parasite obligatoire? Alors, un parasite obligatoire, c'est un parasite qui se nourrit aux dépens des cellules vivantes. C'est-à-dire, si les cellules sont mortes, il ne peut pas se nourrir. Donc, il faut que les cellules soient vivantes. En dehors de la plante, le parasite ne peut pas se multiplier. Il faut que les cellules soient vivantes. On dit que ce sont des parasites qui sont biotrophes. Vous avez donc ici la trophie, c'est la nutrition, et bio, c'est vivant. Donc, vous avez parasites obligatoires différents de parasites facultatifs. Donc, il ne peut pas se développer en dehors de la plante où les cellules sont vivantes. Vous avez ici 4 exemples de parasites obligatoires. L'exemple de Lioromyces vicier Fabé, la Blumeria graminis forme spéciale ordeillée, Ustulagomaïdis et Cladosporium fulvum. En bas, ce sont ici une coupe au niveau de la feuille, une coupe transversale au niveau de la feuille où vous avez la cuticule, donc qui est c'est un composant qui se dépose à la surface de l'épiderme. Donc la première couche, vous voyez donc ici c'est vert, c'est l'épiderme, et après l'épiderme, vous avez le parenchyme chlorophyllien. Donc, ce qui est donc ici, c'est pas un tissu, la cuticule, c'est pas un tissu, ce sont des substances lipidiques comme la cutine qui se dépose pour protéger la feuille. Alors, donc, ce qui est vert, ce sont les cellules, soit de l'épiderme première couche, soit du parenchyme. Ici, vous avez les deux cellules stomatiques.
Alors, ce qui est gris, ça représente le champignon. Par exemple, ici, dans le cas de Lioromyces viciefabé, vous avez la plante parasitée, c'est les fèves. Vous avez la forme spéciale fabé ici. Donc, ce sont les fèves. Et la maladie, c'est la rouille. Vous avez Lioromyces vicié, il provoque la rouille, des taches un peu en rouille au niveau des feuilles. Donc, vous voyez ici que vous avez donc la conidie germée qui est dans l'apressorium. Après, vous avez entre les cellules, le champignon se développe. Il ne pénètre pas à l'intérieur des cellules, il envoie des ostoriums. Les ostoriums, ce sont eux qui vont se nourrir à partir des cellules. Comme vous voyez donc ici, la cellule végétale verte, elle reste vivante. Donc, il faut que ça soit vivante pour que le champignon se développe. D'autres exemples, vous avez ici le Blummeria graminis, forme spéciale ordéide. Donc ici, il attaque l'orge. L'orge, il provoque la maladie, c'est l'oïdium ou le blanc. Ou vous avez donc ici le champignon. Vous avez ici la conidie, le tube germinatif, l'apressorium et l'ostorium ici qui se développe sur l'épiderme. Première couche épidermique ici. Le Blummeria, il se développe sur l'épiderme, il n'atteint pas les cellules du parenchyme en bas. Vous voyez donc l'ostorium ici, lui, il reste à la surface de l'épiderme et il sporule, comme vous voyez donc ici, la sporulation à l'extérieur en chaînette des conidies, en chaîne, caractéristique de l'oïdium. Donc ici également, les cellules restent vivantes. Vous avez troisième exemple, Stulegomaïdis. Il provoque la maladie du charbon sur le maïs. Vous voyez également, vous avez la spore qui germe et vous avez le développement du champignon. Également, les cellules restent vivantes. La même chose au niveau de Cladosporium fulvum qui attaque ici la plante de tomate. Vous voyez donc ici également la spore germe, il pénètre et il se faufile entre les cellules sans tuer les cellules. Les cellules restent vivantes. Donc, un parasite obligatoire, c'est un parasite qui attaque les cellules et les cellules restent vivantes et donc il se nourrit des cellules qui sont vivantes. Alors, troisième question, le parasite facultatif. Donc, différemment du parasite facultatif, différemment du parasite obligatoire, pardon, le parasite facultatif se nourrit des cellules mortes. On dit que c'est un parasite nécrotrophe. Vous voyez donc ici la trophie, c'est la nutrition, et nécro, donc vous avez les nécroses des cellules qui sont mortes. C'est-à-dire, le parasite facultatif, c'est pas un parasite biotrophe, c'est-à-dire en dehors de la plante, il peut se développer sur des débris mortes, puisque lui, il est capable de se développer sur les cellules mortes. Alors, on voit ici deux exemples, le cas de Botrytis cinerea qui provoque la maladie de la pourriture grise, et vous avez le sclérotinia, sclérotium. Alors, comme vous voyez donc ici la même chose, vous avez une coupe au niveau des feuilles, vous avez la cuticule, l'épiderme et ici le parenchyme. Et là, donc, early, vous avez l'étape early et l'étape late. Donc, au début, le parasite germe, il pénètre à l'intérieur entre les cellules. Et comme vous voyez donc ici, en pointillé, après donc un certain temps, après que le champignon sécrète ses enzymes et ses toxines, il tue les cellules. Vous voyez donc ici des cellules en pointillés vertes, ça veut dire que ce sont des cellules qui sont mortes. Et comme vous voyez donc ici, le champignon, il se développe. Il croît et se ramifie depuis la face supérieure jusqu'aux profondeurs du parenchyme, jusqu'à l'épiderme inférieur. La même chose au niveau du sclérotirum. La même chose, vous voyez early et late. Donc ici, le champignon sporule et pénètre entre les cellules. Après, également, il va développer ses armes d'attaque. Et vous avez des cellules qui sont ici mortes. Et le champignon, il se développe, il croît et se ramifie depuis la face supérieure jusqu'à la face inférieure. Donc, comme vous voyez donc ici, le parasite facultatif, il dégrade, il détruit les cellules, il est capable de se nourrir sur ces cellules qui sont mortes et de se multiplier, de sporuler et provoquer les symptômes de maladie.
Alors, quatrième question, qu'est-ce que c'est que l'agressivité d'une souche? Alors, l'agressivité d'une souche, c'est la composante quantitative du pouvoir pathogène. Alors, le pouvoir pathogène, il est divisé en deux paramètres. Vous avez la virulence et l'agressivité. La virulence, c'est le paramètre qualitatif. L'agressivité, c'est le paramètre quantitatif. Il ne s'exprime que si le parasite est virulent, c'est-à-dire capable d'attaquer la plante. Si le parasite est virulent, il va montrer son agressivité. Et l'agressivité, c'est un caractère qui est polygénique parce il est contrôlé par plusieurs gènes. C'est pourquoi qu'on voit des degrés différents de l'agressivité dans une espèce de champignon bien déterminée. Donc, l'agressivité, il varie en continu. C'est une mesure de la quantité de symptômes posée par une souche donnée. C'est une mesure de la gravité de la maladie. Est-ce que donc une souche il est capable de provoquer une quantité de maladie importante, moins importante, ou bien de ne pas provoquer de symptômes. Alors, quand vous voyez l'exemple ici en bas, vous avez ici une plante une espèce de pomme de terre, des feuilles de pomme de terre qui sont touchées par différentes souches de Phytophthora infestans. Donc, c'est un champignon pathogène des plantes de tomates. On voit ici, par exemple, une feuille qui est très touchée. Vous avez donc ici des tissus qui sont morts. Presque tous les tissus de la feuille ici, ils sont attaqués par le champignon. Donc ici, dans cette feuille, on voit des parties vertes qui ne sont pas touchées et certaines plages de nécrose ici, ou bien de pourriture au niveau de certaines parties. Là, c'est moins important au niveau de cette feuille. Ces plages noires, ces plages de pourriture noire ici, ils sont moins importantes. Ici, on a l'absence de symptômes de mildiou au niveau de ces feuilles-là. Donc, vous voyez ici qu'il y a des souches qui sont très agressives, il y a des souches qui sont moyennement agressives, il y a des souches qui sont peu ou non agressives. Donc, l'agressivité, c'est un caractère quantitatif qui caractérise une souche bien déterminée. On dit une souche très agressive, une souche moyennement agressive ou une souche non agressive ou peu agressive. Donc, c'est pour ça, c'est un caractère qui est quantitatif, différemment de la virulence. On voit donc ici pour la virulence. La virulence, c'est la composante qualitative du pouvoir pathogène. Alors, la virulence, c'est quoi? C'est la capacité du parasite à attaquer après reconnaissance d'un hôte déterminé. C'est-à-dire, ici, soit il est capable d'attaquer, soit il n'est pas capable d'attaquer. Soit il est virulent, et lorsqu'il n'est pas virulent, on dit qu'il est avirulent. Donc, la virulence, il varie par la loi du tout ou rien. Il est généralement associé à des résistances spécifiques qui va définir ce qu'on appelle les pathotypes ou bien les races. Donc, si la souche il est virulente, il va montrer son agressivité. Si la souche n'est pas virulente, il ne va pas montrer son agressivité. Donc, il ne va pas montrer. Et donc, on va voir, pour déterminer la virulence, il faut, c'est-à-dire inoculer votre souche à des différents types de variétés d'une espèce végétale donnée, ce qu'on appelle un hôte différentiel, c'est-à-dire différents gènes qui possèdent différents gènes de résistance spécifique. Et donc, dans ce cas-là, on peut définir les pathotypes ou bien les races qui ont une avirulence ou une virulence bien déterminée. Donc, vous allez comprendre par la question suivante, la sixième question, qu'est-ce qu'un pathotype? Un pathotype, on l'appelle également un race, c'est un ensemble d'individus d'une espèce parasite qui présentent la même virulence. Donc, s'ils ont la même virulence, on a une race. La définition, donc on peut définir les pathotypes ou bien les races en fonction de la réaction sur une gamme de génotypes de l'espèce hôte. Alors, ceux-ci sont dénommés hôtes différentiels. Donc, on a des hôtes différentiels qui ont différents gènes de résistance spécifiques. Et cette gamme de hôtes différentiels, il va définir les races.
Et donc, vous allez comprendre par l'exercice suivant, le 7e exercice, qu'est-ce qu'un pathotype ou bien une race. Alors, dans cet exercice, on va donner un tableau et qui présente les réactions de la plante qui ont des gènes de résistance grand R, des gènes de résistance spécifiques. Ils vont être inoculés avec différents isolats d'un agent pathogène. Donc, un isolat, c'est ce que vous obtenez, par exemple, en ce qui concerne le champignon. Vous allez prendre un pied malade, un pied de plante, et vous allez isoler le champignon. Ça sera un isolat. Donc après, si vous déterminez les caractères de cet isolat, les caractères morphologiques, ce sera une souche. Alors, donc on va présenter un tableau avec différentes réactions de la plante face à différents isolats d'un pathogène et la première question sera donc, on va définir combien il y a de races et donc ces races, on va déterminer leur gène d'avirulence. Et après la troisième question, vous allez répondre comment ils vont réagir, les variétés de plantes face à une nouvelle souche ou bien isolat qui sera avirulente. Donc la première question, combien y a-t-il de races? Deuxième question, déterminer leur gène de virulence. Troisième question, comment vont réagir ces variétés face à une nouvelle souche avirulente. Alors le tableau est le suivant. Vous avez des gènes de résistance R1, R2, qu'on va nommer R1, R2, R3, R4. Donc, 4 gènes de résistance au niveau de la plante. Au niveau par exemple, ici, on va prendre un champignon déterminé. Vous avez l'isolat, ça c'est un exemple d'interaction on ne donne pas le nom de la plante ni du champignon. C'est-à-dire en général. Donc, on va, par exemple, dire qu'il y a 6 isolats. L'isolat 1, l'isolat 2, l'isolat 3, 4, 5, 6. Chacun, l'isolat, donc si on inocule l'isolat 1 à ces 4 variétés de plantes, R1 qui présente le gène de résistance R1, R2, R3, R4, on a la réaction de compatibilité vis-à-vis de ces 4 variétés de plantes ou bien lignées de plantes. On prend l'isolat 2, vous avez la compatibilité, l'incompatibilité, la compatibilité avec R1, la plante R1, l'incompatibilité avec la plante R2 et R3 et la compatibilité avec la plante R4. Alors, si on prend l'isolat 3, vous avez la compatibilité avec la plante R1, R2, R4 et l'incompatibilité avec R3. Pour l'isolat 4, il y a l'incompatibilité avec R1, R2 et la compatibilité avec R3 et R4. Pour l'isolat 5, la même chose. Et pour l'isolat 6, vous avez la compatibilité avec l'isolat avec la plante R1 et l'incompatibilité avec R2, R3, R4. Donc, vous avez ces réactions de plantes. À partir de ce résultat, vous déterminez combien il y a de races. Et donc, quel est le génotype, quel est les gènes de ces races-là? Quel est le gène en ce qui concerne la virulence? Le gène d'avirulence. Alors, la réponse. On a l'isolat 1. Alors, l'isolat 1, il présente la compatibilité avec toutes les variétés de plantes. Ça veut dire qu'il ne possède pas de gène d'avirulence. C'est-à-dire, on va écrire petit AVER1, puisque la virulence est récessive, petit AVER2, petit AVER3 et petit AVER4. Ou bien, vous pouvez écrire VIR1, VIR2, VIR3 et VIR4. Donc, c'est la race 0 où vous n'avez pas de gène d'avirulence. Pour la réaction de l'isolat 2, donc on a l'incompatibilité avec la plante R2 et R3. Ça veut dire que cet isolat, il possède le gène d'avirulence AVER2 et la gène d'avirulence AVER3. Donc, comme vous savez, ça c'est la relation gène pour gène.
C'est-à-dire, à chaque gène de résistance spécifique, chez la plante, il lui correspond un gène d'avirulence chez, la race. Et dans ce cas-là, ces gènes sont complémentaires. Lorsque le gène d'avirulence 2, il se confronte à le gène de résistance R2, vous avez l'incompatibilité. Ici, la même chose, il possède également le gène d'avirulence 3 parce que vous avez l'incompatibilité avec le génome R3. Par contre, avec R4, il y a la compatibilité, ça veut dire que l'isola 2 ne possède pas le gène d'avirulence 4. Donc ici, l'isola 3, quand vous voyez, donc ici, vous avez l'incompatibilité avec le génome R3. Ça veut dire que l'isola, il possède le gène d'avirulence 3. La race 4 et 5, ils se comportent de la même manière. L'isola 4 et 5, pardon. Donc, vous avez l'incompatibilité avec le génome R1 et R2. Ça veut dire que c'est une race qui possède le gène d'avirulence grand A vers 1 et grand A vers R2. L'isola 6, il y a la compatibilité avec le génome R2, R3 et R4. Ça veut dire qu'il possède le gène d'avirulence 2, 3 et 4. Et donc, combien on a de races? On a la race 0 ici. Vous avez ici la race ici 2, 3. Ici, ceux qui possèdent la race 3. Ici, on a la race 1, 2. Ici, on a la race 2, 3 et 4. Ça veut dire que vous avez 5 races. Et l'isola 4 et 5 appartiennent à la même race puisqu'ils se comportent de la même manière. Alors, troisième question, comment vont réagir ces variétés face à une nouvelle souche avirulente? Alors, face à une nouvelle souche ou bien race avirulente, les différentes variétés de plantes, ils vont être compatibles parce qu'ils ne possèdent pas le gène de résistance spécifique. Et donc, ils sont susceptibles de montrer les symptômes de maladie. Le degré de maladie il dépend de leur résistance générale. Est-ce qu'ils possèdent une résistance générale innée, forte ou bien faible ou bien moyenne? Alors, quand est-ce qu'ils vont être résistants? Jusqu'à ce qu'ils évoluent et acquièrent le gène de résistance spécifique qui est capable de confronter ce nouveau gène d'avirulence. Donc, c'est ce qu'on appelle l'évolution en zigzag. Chaque fois que la plante, ou bien chaque fois que l'agent pathogène il développe une nouvelle race avirulente, la plante il doit développer un nouveau gène de résistance spécifique pour lui résister. Donc, si la plante ne possède pas ce gène de résistance spécifique, il va tomber malade. Et ainsi de suite, vous avez ce qu'on appelle l'évolution en zigzag. Donc, voici en ce qui concerne ce premier travaux dirigés. Et donc, vous allez m'attendre pour d'autres travaux dirigés. Le suivant, ça sera l'interaction, ça sera des terminologies liées à la résistance de la plante et à l'interaction entre la plante et l'agent pathogène.